Allô, allô. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Midi by Giant du 29 mars 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Achard, directrice de recherche CNRS en statistique appliquée dans l'équipe Statify, je sais pas, Statify, au laboratoire Jean Kutzmann. Lors d'un postdoc à Cambridge, dans le laboratoire de neurosciences, elle a découvert le domaine passionnant de la modélisation du cerveau par réseau de connexion. Ses recherches se situent à l'interface entre traitement du signal statistique et neurosciences. Et en 2023, elle reçoit la médaille d'argent CNRS pour ses travaux montrant que des neurones hubs hyperconnectés peuvent se reconstituer, même lorsqu'il y a des lésions persistantes après un coma. Aujourd'hui, Sophie Achard nous présente sa conférence autour d'incroyables réseaux dans le cerveau. Bonne conférence à tous et merci. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction et merci d'être venu. C'est impressionnant de voir tout ce monde ici. Donc moi, je vais vous parler effectivement d'un travail interdisciplinaire. Et du coup, vous voyez que je ne suis pas la seule là sur les transparents. Donc Lydia Oujama, elle est médecin rééducatrice à Saint-Étienne et c'est elle qui nous a permis d'avoir le contact avec les patients. Chantal Delon-Martin, elle est physicienne IRM à l'Institut des neurosciences et donc moi-même au LJK. Et donc je vais vous faire un peu un état des lieux de ce qu'on peut faire avec l'IRM pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau et les maths surtout. Alors du coup, j'ai commencé par des choses très imagées, où on voit le cerveau humain avec différents types d'images et différentes structures anatomiques. Alors, vous savez tous que le cerveau humain, il y a de la matière grise, de la matière blanche. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image, cette image-là tout à gauche. Et puis, ces matières grises sont organisées en colonnes corticales. Et dans chacune de ces colonnes corticales, on a un neurone. Alors, j'aime bien montrer cette image parce que c'est un dessin donc de 1890, vous voyez, où à l'époque, on avait déjà une idée de comment pouvait être un neurone. Et puis, au fur et à mesure des années, alors là, c'est plus récent, où on peut imager des réseaux de neurones. Donc là, vous voyez, on avait 2 neurones, là on en a plein et puis encore plein. Donc il y a des collègues à l'Institut Néel par exemple qui font pousser des neurones. Et puis un des aspects du cerveau, c'est que c'est très multi-échelle et du coup on peut aussi aller voir des réseaux à plus long terme, à plus grande connexion comme ici où on a marqué les fibres de matière blanche. Et donc, c'est en particulier ce qu'on voit bien là, c'est le corpus callosum qui relie l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. Et donc, on voit bien qu'on a des structures très différentes. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est pas le réseau anatomique de ce qui se passe, c'est au niveau fonctionnel. Alors, une image qu'on peut prendre, c'est par exemple le réseau routier, où les routes, elles sont construites. Pour aller de Grenoble à Lyon, on a une route, mais il n'y a pas forcément de trafic. Pendant la Covid, il n'y avait plus de voitures qui circulaient. Donc là, dans notre réseau du cerveau, c'est pareil, on a les fibres qui permettent de relier les différentes parties du cerveau, et puis on a le signal qui circule dans ces fibres-là, et c'est ce que j'appelle le cerveau en fonctionnement. Et donc, pour aller voir ces fibres, ce signal qui circule dans ces fibres, ben là, c'est un peu plus... C'est pas plus compliqué que l'anatomique, c'est aussi compliqué, mais c'est d'autres techniques. Donc là, vous avez, par exemple, une IRM, une machine d'imagerie par résonance magnétique. C'est celle qui est à l'UGA, qui est à l'Institut des neurosciences, dans la plateforme IRMAGE, donc celle qu'on utilise pour la recherche clinique. Et donc, je suppose que vous en avez tous vu déjà. La personne s'allonge ici et puis on va mettre la tête dans ce tunnel-là. Et c'est ce qui va nous permettre d'enregistrer le cerveau en fonctionnement sans produits invasifs et naturellement. Et donc ce qu'on va enregistrer avec l'imagerie par résonance magnétique, c'est ce qu'on appelle le signal BOLD. Donc ce n'est pas directement les neurones, mais c'est un dérivé de l'activité des neurones au niveau du débit sanguin.
Donc ça c'est important, c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention avec ces imageries, c'est qu'on mesure un dérivé en fait du fonctionnement cérébral. Et donc finalement, ce qu'on arrive où là mon travail arrive, c'est que donc on a les différentes échelles, l'échelle micro, l'échelle méso et l'échelle macro. Moi, je vais m'intéresser à l'échelle macro, où on est à l'échelle de la région cérébrale. Et puis, on va enregistrer l'IRM fonctionnel. Ça va nous donner des volumes du cerveau, ici. On voit bien le cerveau. Et puis, dans chacun des petits voxels, on va avoir une série temporelle qui vont représenter justement la variation là, de ces activités neuronales. Et alors, on fait un pas de plus du côté des maths, où, donc là, j'ai représenté mon cerveau là, avec les engrenages, et puis les loupes, c'est pour montrer ce que j'observe. Donc, j'observe des séries temporelles, et puis, au lieu de regarder globalement, parce que c'est compliqué, ces séries temporelles, on va en faire une représentation sous la forme d'un réseau, où là, chacun des nœuds du graphe, ça c'est un graphe, représentera une région temporelle et chacune des arêtes va représenter une connexion. Alors là, dans mon cas, ce sera une connexion fonctionnelle enregistrée par l'IRM fonctionnel. Et donc, vous voyez qu'on est passé d'un modèle très très compliqué de neurones, d'interconnexions avec des milliards de connexions à un modèle beaucoup plus simple où on a ce graphe avec un ensemble de nœuds et d'arêtes. Et donc c'est là où les maths sont intéressantes parce qu'elles permettent d'un côté de passer de là à là et puis après d'expliquer ces différents réseaux. C'est ce que j'ai appelé les réseaux du cerveau. Donc ça c'est pas alors c'est pas nouveau, si un petit peu quand même. Ça date des années 2000 où les collègues se sont dit il faut qu'on regarde ce cerveau de la manière d'un réseau pour regarder ses connectivités fonctionnelles. Donc là, je vous ai mis quand même tout le processus qui est fait actuellement sur ces images-là, sur le traitement de ces images-là, pour vous montrer un peu aussi la complexité de tout le pipeline et pourquoi c'est une équipe interdisciplinaire qui travaille là-dessus. Donc au démarrage, on a l'enregistrement de ces signaux cérébraux. Alors, ce n'est pas obligé d'être que de l'IRM, ça peut être de l'EEG, ça peut être de l'électroencéphalographie, ça peut être de la magnétoencéphalographie, d'autres techniques. Et puis, on recueille ces signaux, ici temporels, donc les séries temporelles. Mais ça c'est pas assez. L'information est trop globale encore, il faut qu'on réduise pour avoir une image de ce qui se passe. Du coup, là, on a plein d'outils mathématiques qui nous permettent de quantifier ces connexions-là entre les régions. Ça nous donne une matrice de connectivité où en couleur, on va avoir une échelle en disant ça c'est fortement connecté, ça c'est faiblement connecté. Et puis, sur cette base-là, on en fait un graphe parce qu'un graphe, c'est visuel. Ça nous permet de dire le cerveau de ce patient-là, il est comme ça. Il a ces connexions qui sont là, ces déconnexions qui sont là. Et après, du point de vue statistique, ce qu'on aime, quand on veut faire des comparaisons de groupes, on veut comparer des chiffres. Un graphe, c'est trop complexe encore. Donc du coup, on va extraire des caractéristiques de ces graphes pour expliquer le fonctionnement cérébral. Donc je vais m'attarder justement sur cette étape-là tout à l'heure dans la suite de mon exposé. Je ne vais pas vous parler de toute cette étape-là. C'est un peu compliqué à exposer en 30 minutes et donc j'ai focalisé sur les graphes. Voilà, et du coup, du point de vue statistique, les défis qu'on a actuellement, c'est que donc, la durée d'acquisition, ça c'est lié au temps qu'on veut passer dans l'IRM, qu'on veut mettre les patients dans l'IRM. Alors je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais quand moi je suis revenue à Grenoble après mon postdoc, les collègues m'ont dit si tu veux des acquisitions longues, va dans l'IRM et après tu verras. Et en fait, 20 minutes c'est long dans l'IRM et c'est pas très tenable. Donc du coup, il faut adapter les méthodes à la durée à laquelle on peut mettre les patients dans l'IRM. Après, on a un problème, c'est que le cerveau, il n'est pas très gros non plus, c'est une tête d'une personne, mais par contre, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur qu'il faudrait qu'on le partage en toutes petites régions pour avoir une
une idée vraiment très précise. Et en fait, ça, du point de vue statistique, c'est aussi très compliqué parce qu'on fait plein d'erreurs. Plus on le divise en petites régions et plus on va faire des erreurs dans le graphe qu'on estime. Et après, c'est le nombre d'individus parce que, alors vous avez tous entendu parler des méthodes actuelles de machine learning, de deep learning, où il nous faut des millions de données. Et en santé, on n'aura pas des millions de données sur des patients. Donc du coup, il faut adapter les méthodes pour avoir des résultats robustes avec le nombre de données qu'on a. Et donc maintenant, je vais vous emmener... d'abord, je voulais vous montrer un peu des graphes, justement. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc du coup, là, vous avez à gauche des graphes de connectivité cérébrale obtenus chez des personnes saines, des volontaires sains. Ça, c'est un sujet où on a une vue de dessus et une vue latérale. Ça, c'est un deuxième sujet, un troisième sujet, un quatrième sujet. Et puis là, c'est des patients à côté. J'y reviendrai après. Donc, c'est le genre de figure qu'on peut faire après tout le cheminement que je vous ai montré. C'est le genre de figure qu'on peut obtenir. Et ça, ce qui est chouette, c'est qu'on peut du coup aller discuter avec les médecins et comparer le côté clinique du patient avec le côté fonctionnel qu'on peut avoir sur les réseaux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces réseaux-là, du point de vue statistique, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller les classifier, c'est compliqué d'aller les comparer. Et donc, du coup, on va les résumer, ces réseaux. Alors, je reviens justement un peu sur les graphes, les réseaux, là, pour être sûr que tout le monde, qu'on soit tous sur le même truc. Donc là, je vous ai mis un réseau de télécommunications, hein, c'est tout facile. On a des téléphones et on a des antennes. Donc c'est ce que j'appelle les téléphones et les antennes, c'est des nœuds du graphe, du réseau. Et puis dans ce réseau-là, ce qui est simple, c'est de dire les téléphones, ils vont se relier aux antennes. Éventuellement, les antennes peuvent être reliées entre elles. Et c'est ça qui fait un graphe. Donc pour le cerveau, c'est la même chose. Les nœuds, ça sera des régions cérébrales. Et puis les arêtes, ça sera les connexions entre les régions. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on les caractérise, ces graphes-là. Alors un premier exemple, c'est, vous voyez ici, là, j'ai mis des noms en noir sur le fond blanc, et il n'y a pas tellement de structure. Et pourtant, ces noms-là, c'est des acteurs et des producteurs, des réalisateurs de films. Et du coup, si je mets un graphe derrière, si je dis, je relie tous les acteurs qui sont apparus dans le même film, et là, du coup, il y a une structure. Donc, on voit bien la différence entre une liste de noms et puis la structure, où là, on va avoir des noms. Alors, il y a Chaplin, par exemple, qui ressort, Hitchcock. Mais dans le cerveau, c'est un peu la même chose. On va dire, on a des régions cérébrales, et on va regarder la structure, comment elles sont reliées les unes aux autres, pour en faire ressortir des régions qui ont un rôle un peu différent dans le graphe. Et donc, c'est ce qu'on appelle les hubs, les régions qui sont différentes dans le graphe. Et donc ces réseaux-là, c'est pas nouveau. Hein. Donc ça, c'est un exemple de réseau social, où c'est sur les acteurs. Les réseaux électriques aussi, on peut voir, bien sûr, avec les différents transports électriques, et puis le réseau du web, où là, c'est un immense réseau, où on a des millions de nœuds et des milliers d'arêtes dans le réseau. Et donc en fonction de la taille du réseau, en fonction si on a... ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau des réseaux électriques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une coordonnée spatiale. Chacun des points du réseau électrique, c'est relié à une position géographique. Et bien dans le cerveau, ça va être pareil. On va avoir une région. La région, ça va être soit dans l'occipital, soit dans le frontal. Et donc, on va associer une coordonnée spatiale à chacune des régions. C'est pour ça qu'on peut faire un joli graphe et qu'on peut voir effectivement la forme du cerveau dans notre graphe. Et donc voilà, des réseaux. Alors ça, c'est pas mes travaux à moi, mais c'est d'autres collègues, parce que ça bouillonne quand même ce domaine-là de recherche. Et donc là, on voit bien les nœuds et les connexions cérébrales. Donc ça, c'est des volontaires sains. On voit bien qu'on va mettre des poids sur les nœuds et sur les arêtes différemment en fonction de ce qu'on veut faire remarquer. Donc ça, c'est un graphe où là, on a une localisation spatiale. Après, on peut faire des graphes plus fins sur une partie des régions du cerveau, mais du coup, on va essayer de chercher une direction
dans ces connexions-là. Donc ça, c'est basé sur des données de EEG, justement. Et puis après, on a des représentations complètement abstraites, où c'est exactement les mêmes réseaux qu'ici, mais avec une vision très différente, où là, on a séparé les régions par lobe. Et où on voit les connexions, et on voit effectivement qu'il y a une structure dans ces réseaux. Voilà, et enfin, un dernier exemple, c'est un exemple en épidémiologie, et ça, c'est un exemple que j'avais fait avant la Covid, mais maintenant, c'est un peu un écho, c'est-à-dire qu'en épidémiologie, ils utilisent les graphes pour montrer comment une maladie se transmet. Et donc là, ce que je me suis imaginé, c'est on met un point rouge au Brésil, on dit, ben là, il y a un foyer épidémique qui est en train de se développer, et qu'est-ce qui va se passer? Comment la maladie va se propager? Et donc, si on regarde juste les connexions locales, on va avoir l'épidémie qui se propage sur l'Amérique du Sud, et puis l'Amérique du Nord, et puis petit à petit qui arrive en Europe. Mais si derrière, on met le réseau aérien de connexion de tous ces pays-là, et ben, ce qui va se passer, c'est que du Brésil, ça va aller à l'Europe très rapidement, et puis la Chine, etc. Donc en fait, la donnée du graphe sur des problématiques apporte une information complètement différente de si on n'avait pas cette donnée de graphe. Et dans le cerveau, c'est un peu la même chose. On va avoir des régions qui sont connectées les unes aux autres, et en fonction de ces connexions, eh ben, on va pouvoir regarder l'état clinique d'un sujet. Et donc, c'est là où je vais en arriver maintenant. Alors, on va faire un peu des maths, mais simple. Et donc là, je vous ai mis dans chacun des quarts de la figure, là, il y a 2 graphes. Et ce que je voudrais vous amener à faire, c'est à comparer ces graphes. Et donc, ces graphes, ils ont été construits avec le même nombre de nœuds. Il y a un nombre de nœuds dans tous les graphes similaires. Et dans ces 3-là, il y a un nombre d'arêtes similaires. C'est pour vous montrer que, en fonction de où on met les arêtes dans le graphe, on va avoir des caractéristiques différentes qui vont apparaître. Donc, par exemple, dans le premier carré, là, en haut à gauche, on voit que j'ai mis beaucoup plus d'arêtes dans le graphe de droite que dans le graphe de gauche. C'est pour dire que, en fonction du nombre d'arêtes qu'on met dans le graphe, on va avoir des caractéristiques différentes. Alors, je vous ai aidé un peu, il y a un peu du jaune là sur les nœuds qui est resté, pour vous dire quelle statistique, quelle métrique de graphe je veux faire apparaître. Donc, par exemple, on va pas faire tous, mais celui-là, là. Donc, j'ai pris le même nombre d'arêtes, le même nombre de nœuds dans les graphes, mais les arêtes, je ne les ai pas mises au même endroit. Et en fait, il y a une propriété du graphe qui ressort de ces 2 graphes-là, vous l'avez vu, c'est quand on regarde le nombre d'arêtes qu'on a à traverser pour aller du nœud 11 au nœud 5, dans celui-là, on en a 4, et dans l'autre, on en a plein. Et c'est ce qu'on appelle le plus court chemin dans le graphe. Et ce qu'on voudrait, c'est que dans le cerveau, il soit optimisé pour que le réseau ressemble plus à celui-là qu'à celui-là. Et donc, ces caractéristiques-là, on peut les quantifier. Et donc, c'est ce qu'on appelle, donc, quand on regarde le nombre d'arêtes, c'est le coût du graphe. Le nombre d'arêtes présentes dans le graphe sur le nombre d'arêtes possibles. Le plus court chemin, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. C'est comment 2 nœuds dans le graphe vont être reliés les uns aux autres. Et puis après, on va parler de clustering. Ça, c'est comment les voisins d'un nœud. Alors, les voisins d'un nœud, c'est les nœuds qui sont directement reliés à un nœud. Par exemple, le nœud 1, ses voisins, c'est tous les jaunes là. Et vous voyez que dans ce graphe-là, le graphe de gauche, les voisins, les nœuds jaunes, ne sont pas du tout reliés les uns aux autres, alors que dans celui-là, ils sont bien reliés les uns aux autres. Et du coup, ça va... Donc là, l'efficacité, on comprend bien, c'est comment l'information va circuler. Le clustering, c'est relié à une notion de robustesse dans le graphe. Si on a un fort clustering, comme ici, si on enlève le nœud 1 du graphe, eh ben, les voisins, comme ils sont bien reliés les uns aux autres, le graphe, il va continuer à fonctionner. Il va continuer à faire la connexion. Par contre, si on enlève le nœud 1 ici, dans ce graphe-là, ben là, on va perdre toutes les connexions. Et du coup, on va avoir des problèmes, par exemple, un AVC.
on va avoir des problèmes de connectivité et ça va être plus compliqué à remettre en marche la machine. Et en fait, un dernier aspect qui est beaucoup regardé, c'est ce qu'on appelle la modularité. C'est la manière de couper le réseau en clusters. Et ce qu'on fait, c'est qu'on maximise le nombre d'arêtes à l'intérieur d'un module et on minimise le nombre d'arêtes entre les modules. Donc ça permet d'avoir un peu des notions de hiérarchie. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plein de maths derrière, et il y a plein de choses, mais par contre, ce qui est chouette avec ces graphes, c'est qu'on peut les voir, les maths qui sont derrière. Voilà, et alors, ce qui s'est passé, que les premiers travaux qu'il y a eu là sur les graphes, les collègues se sont aperçus que le cerveau, c'est un graphe petit monde. Un graphe petit monde, ça veut dire que c'est un graphe qui a à la fois un clustering qui est fort, c'est-à-dire que les voisins des nœuds sont bien reliés, et aussi une bonne efficacité. Et en fait, ça, c'est une jolie étude qui a été faite par Watts et Strogatz. C'est un physicien, un sociologue, qui en 1998 se sont dit comment est-ce qu'on peut caractériser ce petit monde. Et en fait, ce qu'on fait pour caractériser ce petit monde, c'est qu'on part d'une grille, un graphe régulier, où les voisins sont connectés simplement aux voisins, mais pas plus que ça. Et ça, c'est un graphe complètement aléatoire qu'on dit Erdős-Rényi, c'est-à-dire que les nœuds sont connectés aléatoirement les uns aux autres. Et donc, on voit que ça traverse dans tous les sens. En fait, le cerveau, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois des connexions longues qui nous permettent d'aller rapidement à un autre endroit, mais on a à la fois un clustering proche, les nœuds proches, les uns des autres sont bien connectés. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le cerveau, c'est un graphe petit monde. Alors, je vais passer sur cette courbe-là, parce que maintenant, je voudrais finir sur une illustration de tout ça dans le coma, la récupération de la conscience. Alors, juste pour vous situer, la conscience, c'est un schéma que ma collègue médecin Lydia aime bien, justement, où on voit bien, donc nous, les patients qu'on a étudiés, ils sont ici, là, dans ces états végétatifs et conscience minimale, et nous, on est là pour le moment, réveillés, ici. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à caractériser, donc du point de vue clinique, on a deux échelles là, qui permettent de traduire un peu l'état de conscience des patients. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'au niveau des graphes, on voit aussi cet état de qu'est-ce qui s'est passé pour ces patients. Et donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, donc je reviens un peu au stats, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les graphes des volontaires sains, on récupère tous les graphes des patients, on quantifie, donc on extrait la moyenne des efficacités. On dit, notre graphe, en moyenne, il doit être efficace comme ça, avec mon plus court chemin là. Et puis, le clustering, en moyenne, il doit être comme ça. Et donc, on extrait une valeur par sujet pour tous les groupes. Et du coup, on peut faire des box plots. Vous connaissez ces graphiques-là, là, les boîtes à moustaches, où on compare un premier groupe, un deuxième groupe, et puis on peut même aller voir au niveau des régions où sont les différences. Et alors, on était tout contents, on a fait notre pré-traitement, on a fait toute notre acquisition et tout ça. On regarde sur les patients dans le coma, donc là, vous avez les box plots entre les deux, et là, au premier coup d'œil, on dit, mince, il y a un problème, on est incapable de différencier les personnes saines des personnes dans le coma. Et donc, en fait, ça a été un choc au début en disant, bon, c'est la méthode qui ne marche pas. C'est les sujets qui étaient endormis dans le scanner. Tout le monde était endormi dans le scanner. Et donc, c'est un problème. Du coup, on est revenu au graphe. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est que quand j'ai fait tout mon pré-traitement, tout mon traitement, j'ai résumé un graphe à une valeur. Et en fait, on comprend bien que le graphe, il ne peut pas se résumer à une valeur. Il faut aller plus profond et regarder un peu ce qui se passe au niveau des régions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour chacun des patients, on est allé regarder dans le cerveau où est-ce qu'il y avait des déconnexions et des surconnexions. Donc, en bleu, c'est des déconnexions et en rouge, c'est des surconnexions. Et alors, ce qu'on s'aperçoit, et ça, les médecins le savaient, chaque patient est unique. Et du coup, on a des motifs de déconnexion et de surconnexion qui sont uniques chez tous les patients. En moyenne, on garde la structure petit monde de ces sujets-là. Ils sont vivants
ils sont à l'hôpital, il y a un problème de communication, mais ils sont vivants. Et du coup, on a l'impression que le cerveau se met dans un mode où il garde cette structure petit monde parce que c'est une structure qui est optimale pour son fonctionnement, mais par contre, pas au même endroit dans les régions. Donc du coup, c'est ce qu'on a caractérisé par ce qu'on a appelé l'index de perturbation des hubs. Donc là, ce que vous avez ici, c'est un schéma où on voit le degré des nœuds. Donc c'est le nombre d'arêtes. Pour chacun des nœuds, on compte le nombre d'arêtes qui sont le nombre de connexions de chacun des nœuds. Et donc ce qu'on voit, c'est que les contrôles, ils ont des hubs. C'est des régions, par exemple, fusiformes, précunus. C'est des régions qui sont des hubs pour les contrôles. Et par contre, c'est plus des hubs pour les patients. Et donc, la caractéristique qu'on a, c'est que le graphe de connectivité cérébrale des patients se réorganise complètement, mais il y a encore des hubs. Il y a encore des régions qui ont un rôle structurant dans le réseau. Et donc là, après, ce qu'on a continué justement avec Lydia, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe si on scanne les patients 2 fois. On les scanne une fois où ils sont en état de conscience altéré et une fois où ils ont récupéré un peu de conscience. Et alors, ce qui est intéressant, donc là, on a mesuré notre index le HDI, l'index de perturbation des hubs. On va regarder que ce graphique-là, où on a au temps T1 et au temps T2. En rouge, c'est des patients qui sont en état de conscience minimale. En bleu, c'est des patients qu'on dit conscients, mais ils ne sont pas comme nous. Ils sont allongés dans un lit et la communication est compliquée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus on avance dans le temps, et plus les patients qui vont aller vers... ils vont rétablir en fait le graphe qu'on observe sur les personnes saines. Donc notre Hub Disruption Index, l'index de perturbation des hubs, quand il se rapproche de 0, ça veut dire qu'il redevient comme les personnes saines. Donc on a l'impression qu'on a quelque chose qui a été extrêmement perturbé par plein de trucs, et puis que petit à petit, au fur et à mesure de la récupération, en fait, là où il y a possibilité de remettre en place, ça se remet en place. Et voilà. Et du coup, ça finit mon exposé. Et donc ça, c'est toute l'équipe, parce que je ne suis pas toute seule à faire tout ça. Vous avez vu qu'il y a plein de choses. Et en particulier, mes 2 doctorantes qui ont soutenu il n'y a pas longtemps, Anna et Lucretia, qui m'ont bien aidé là-dedans. Merci. Merci beaucoup, Sophie. C'était vraiment très didactique. Alors, on va ouvrir les questions dans le public. On a des micros. Si vous avez des questions. Oui, là et là. Et là. On commence par Panique. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. En fait, j'ai une question. En fait, comment on mesure les connexions fonctionnelles entre les différentes régions et comment on met les poids sur chaque arête, en fait. Ça, c'est une question. Et deuxième question, en fait, mais j'imagine que les graphes ne sont pas figés, en fait, c'est dynamique. Donc, vous donnez toujours une image, en fait, pour chaque personne, en fait. Oui. Alors, c'est les questions sur la première partie que je n'ai pas expliquées. Mais c'est bien. Donc là, c'est des domaines en maths où on touche aux séries temporelles. Et donc, c'est du traitement du signal, par exemple. Et donc, moi, ce que j'utilise, c'est un outil qui s'appelle des ondelettes pour décomposer en bandes de fréquences le signal. Et parce qu'il y a des fréquences de fonctionnement du cerveau qui sont différentes les unes des autres. Et donc là, on regarde en particulier les basses fréquences. Et donc, dans ces basses fréquences-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer... C'est une mesure de corrélation, mais avec des ondelettes. C'est corrélation. Et après, donc là, moi, j'utilise ça. Après, il y a plein d'autres choses qui sont faites. Par exemple, la corrélation partielle, par exemple, la causalité de Granger et tout ça. Là, le gros souci qu'on a de ces données-là, c'est que ce qu'on mesure en IRM, c'est un phénomène très, très lent, qui arrive 3-4 secondes après le signal du neurone. Et donc, dans la dynamique, en fait, on n'a pas assez de signal pour aller voir la dynamique. Et donc, pour aller voir la dynamique, il faut qu'on utilise de l'EEG, par exemple, pour aller vraiment voir. Mais il y a beaucoup de problèmes statistiques derrière qui font qu'il faut qu'on adapte les méthodes mathématiques au signal qu'on a, parce que sinon, on n'arrivera pas à extraire quelque chose de robuste. Merci. Il y avait une question. Ouais.
le micro. Oui, merci pour votre exposé. Bon, c'est peut-être pas trop votre domaine, mais moi je me posais la question au niveau fonctionnel, comment au cours de la vie, lorsqu'on a un accident, se forment les connexions et comment ça se passe physiologiquement Voilà. Oui, effectivement, c'est très vaste comme question, merci. Donc il y a des projets qui sont en train de développer là-dessus, en particulier de la petite enfance jusqu'à l'âge de 80 ans, je crois qu'ils ont des données. Et ils sont en train d'étudier la structuration de ces connexions tout au long de la vie. Alors, il y a des collègues qui étudient les réseaux. Ce que j'ai retenu, moi, de leurs études, c'est qu'au début, dans l'enfance, on a un réseau qui va être peu structuré, un peu comme Erdos-Shreni, là, aléatoire dans tous les sens. Puis après, petit à petit, ça va se structurer. Puis après, ce qui est intéressant, vous avez entendu, c'est que la légende qui nous dit qu'on ne fabrique plus de neurones après l'âge de 20 ans, c'est plus vrai. Hein. Et les connexions, c'est pareil. Et du coup, on peut refaire des connexions à n'importe quel âge. En particulier, il y a des collègues qui ont regardé la densité de matière grise en faisant apprendre à jongler à des gens. Et en fait, ils ont regardé la matière grise avant, la matière grise après, et ils ont vu que c'était des adultes de l'âge de 40 ans, je crois. Et ils ont vu qu'ils fabriquent la matière grise. Et les connexions, c'est pareil, on va en fabriquer tout au cours de la vie. Et du coup, il y a un exemple qui est intéressant au niveau des AVC, qui a été remarqué aussi, c'est que quand il y a un AVC ischémique, c'est juste une région là qui est abîmée. On voit que la région gauche qui est abîmée, elle ne fonctionne plus. La région droite va plus fonctionner aussi. Et puis, au cours des années, on va voir que la région droite va prendre le rôle de la région gauche. Et du coup, refaire des connexions pour compenser tout ça. Donc, le cerveau est extrêmement modulable et c'est chouette, et extrêmement résilient. Ouais. Ça répond un peu à la question. Oui, merci. Merci. Oui. Vous avez montré qu'on peut estimer comment on récupère peu à peu d'un coma. Est-ce que vous pouvez extrapoler pour dire à partir de quel moment le patient sera vraiment conscient? Oui, ça c'est le cheval de bataille de Lydia Oujama, ma collègue. Là, c'est une question très très intéressante, mais là, pour le moment, on n'a pas les outils pour le mettre en place. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est plus aider à la récupération. Comment est-ce qu'on peut aider les patients à récupérer le mieux possible et le plus rapidement possible? Et du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est essayer de pointer sur les régions où on voit vraiment un déficit de connexion pour re-stimuler ces régions-là. Et donc, c'est les prochaines étapes de ce projet. Merci. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, c'est que vous avez parlé d'état de conscience minimal, et je voudrais avoir des détails sur ce que c'est. Et la deuxième, c'est on a vu que de façon étonnante, les personnes qui sont dans le coma, elles ont des zones où il y a même plus de connexion que dans les personnes saines. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à savoir pourquoi et quel est le lien avec le fait qu'elles sont dans le coma? Est-ce que le cerveau, il comprend d'une certaine façon? Enfin, voilà. Ouais, ça, c'est tout des hypothèses. Donc, je n'aurai pas la réponse exacte. L'état de conscience minimale, je vais revenir sur la figure de Lydia, là, qu'elle aime bien. Donc, en fait, il y a deux échelles. Level of arousal, ça, c'est la communication naturelle. Et puis awareness, c'est est-ce qu'on est conscient de ce qu'il y a autour de nous. Et donc l'état de conscience minimal, c'est que donc il y a quelque chose qui marche, on est conscient, il y a quelque chose qui fonctionne, mais par contre on a très peu d'interaction il n'y a aucune interaction avec l'extérieur qui est visible. Alors un peu plus que l'état végétatif, mais pas beaucoup. Par exemple, des clignements d'yeux. Mais c'est difficile de savoir est-ce que les clignements d'yeux sont en réponse à une sollicitation. Donc ça, cet état-là est compliqué. Et pour la deuxième question sur le... Ah, je ne me souviens plus maintenant. C'était sur la récup... Ah oui, là, ça.
Et donc, pour le moment, on n'a aucune idée, surtout que l'IRM, c'est trop global. Et donc, il faudrait qu'on aille plus profondément pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. J'ai insisté au début là sur l'IRM, c'est le signal BOLD qu'on récupère. Non, je n'ai peut-être pas dit que c'est lié à un couplage hémodynamique entre les neurones et le débit sanguin. Et ce couplage hémodynamique, il est perturbé chez les patients. Donc c'est possible que là, on ait des erreurs aussi dans notre graphe. Parce qu'il y a plein de choses à aller voir du côté biologie, du côté comment le signal se transmet. Et là, j'ai pas les outils pour le moment pour le faire, ça. Merci. Merci pour votre exposé qui est très intéressant. Je voulais savoir, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre l'émergence de la structure du cerveau et un apprentissage particulier, comme apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à faire un sport, un geste technique très précis. En même temps, le réseau va se construire. Oui. Et est-ce qu'on sait faire le lien, le pont entre les deux? Donc, l'étude que j'ai signalée tout à l'heure, c'est sur la matière grise, où on voit quand les personnes apprennent à jongler, des gens qui ne savaient pas jongler, qui apprennent à jongler, on voit une extension de la matière grise. Sur le réseau lui-même, j'ai pas en tête d'études qui sont faites à une échelle courte comme ça. Ce qui est beaucoup étudié, c'est l'effet d'une pathologie. Donc, par exemple, Parkinson, Alzheimer, la schizophrénie. Donc, ce n'est pas un apprentissage, mais c'est un état clinique qui fait qu'on le voit sur le réseau. Et est-ce que vous pouvez les identifier, les séparer, les distinguer, justement? Une Parkinson Oui. Alors, avec des pourcentages de l'ordre de, je crois qu'on en est à 70-80% de bonne classification. Donc, c'est correct, mais pour un médecin, ce n'est pas génial non plus. Par rapport aux perturbations psychiatriques comme la dépression ou la bipolarité, est-ce qu'on peut faire pareil pour diagnostiquer en regardant le réseau? Oui, il y a des choses qui sont faites là-dessus aussi. Je n'aurai pas les détails d'exactement où ça se passe dans le réseau. Mais là, cet index de perturbation des hubs, c'est vraiment pour cette étude-là qu'on l'a mis en place. Et vraisemblablement, ça peut être aussi utilisé pour d'autres pathologies. Merci. Deux questions. Quand une région du cerveau s'allume, en fait, à l'IRM, il me semble, enfin je ne sais pas, vous me corrigerez, il y a plusieurs populations de neurones dans une région. Oui. Alors comment on sait quelle est la population qui s'allume? Déjà, première question. Deuxième question, vous avez dit quand on apprend à quelqu'un à jongler, l'épaisseur par des grises. Alors, c'est des neurones qui sont, comment dire, c'est d'autres cellules qui sont différenciées en neurones supplémentaires, ou c'est des cellules de nutrition qui viennent nourrir les neurones qui sont venus là pour amener plus de... C'est des questions difficiles pour moi, parce que je ne suis pas de ce côté-là, mais j'ai essayé. Donc, sur l'histoire de l'imagerie, là, c'est un transparent que j'avais que je n'ai pas montré. Ça, c'est une expérience qu'ils ont faite c'est des collègues au Royaume-Uni, sur une patiente qui était dans le coma, justement, et lui ont fait imaginer jouer au tennis et imaginer être dans sa cuisine. Et ils ont regardé à l'IRM quelles étaient les régions qui s'allument. Alors, effectivement, c'est une population de neurones énorme. Alors je sais que maintenant ils arrivent à pointer un neurone lui-même. Les neurones, c'est quand même très redondant. Du coup, on peut avoir certains neurones qui s'allument pour faire une certaine tâche et puis d'autres neurones pour une autre tâche. Mais je ne suis pas sûre que l'identification du neurone lui-même soit utile, en fait. Je pense que c'est plus au niveau de la population de neurones qui est plus utile pour regarder ce qui se passe là-dessus. Et la question sur la croissance de la matière grise, ça, je ne pourrais pas répondre. J'ai aucune idée. Je sais que les collègues ont fini par dire on fabrique des neurones encore, même après l'âge de 20 ans. Il y a des études qui sont montrées, par contre, je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé sur ces études-là.
Oui. On sait qu'il y a différentes parties dans le cerveau. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau supérieur et frontal, la zone qui gère le son, la zone qui gère le langage. Si on superpose ces différentes régions qui ont une fonctionnalité particulière avec votre approche de graphe, quel genre d'informations on peut en tirer? Oui, effectivement. Donc l'approche où chaque région est associée à une fonction, finalement, maintenant, on associe plus un réseau entier. Donc en fait, ce n'est pas une seule région, mais c'est un groupe de régions qui va s'allumer. Et on parle de réseau de science, on parle de réseau moteur, on parle de réseau de mode par défaut. Et donc en fait, quand on superpose sur les graphes, on voit c'est un peu relié à ces modules-là. On va avoir des clusters qui vont, des régions qui vont être regroupées avec des fonctionnalités similaires. Mais du coup, je dirais c'est complémentaire en fait, ces deux approches-là. Et ça permet d'expliquer après ce qu'on obtient. Bonjour, merci pour votre exposé. Bon, en préalable, je vous signale, j'ai eu un coma il y a 60 ans, je ne me suis jamais tout à fait remis. C'est comme ça. Il y a une question que je me pose. On pose toujours la suprématie du cerveau dans notre Occident d'un homme rationnel alors qu'il est irrationnel, émotionnel et essentiellement pulsionnel. Est-ce que c'est intéressant, serait intéressant de corréler vos graphes avec les graphes d'autres organes vitaux, comme le foie, les intestins, le cœur, les poumons, où il y a peut-être des corrélations à établir sur le mode de fonctionnement qui induit sur le cerveau? Oui, c'est en plein d'actualité. On est en train justement de monter un projet entre le cœur et le cerveau. Donc c'est un organe, mais il faudrait l'étendre aux autres, oui. Et alors du coup, ça me permet de faire de la pub pour les collègues de Lausanne, où ils font des graphes du cœur. Et donc le projet qu'on est en train de monter, ça va être de faire le graphe du cœur et le graphe du cerveau et de regarder si on agit sur le cerveau, qu'est-ce qui se passe sur le graphe du cœur et vice-versa. Il y a le foie et les intestins aussi. Et oui, ça je suis d'accord. Et il faut qu'on arrive à imager tout ça. Et du coup, ça c'est compliqué. Mais oui, ouais. Non, je suis d'accord. Que c'est pas des organes isolés et tout le corps fonctionne. Très bonne remarque. Allez, peut-être une petite dernière. Là-haut, oui, à gauche. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous disiez au début de votre exposé que 20 minutes pour une IRM, c'était assez long pour une personne. On parle beaucoup actuellement là, des projets d'Elon Musk, de Neuralink pour pouvoir communiquer avec le cerveau. Est-ce que le fait de toutes ces nouvelles technologies autour de l'électronique et des nanotechnologies qui pourraient être implantées au niveau du cerveau, mais aussi, comme disait monsieur, peut-être sur d'autres organes, permettrait d'avoir peut-être des modèles un peu plus précis et voir identifier aussi la corrélation entre le cerveau et puis d'autres organes pour améliorer justement son fonctionnement, quoi. Oui, là on est sur des techniques très non invasives. C'est observationnel, complètement. Et du coup, pourquoi pas? Après, il y a des problèmes éthiques dans tout ça. Mais oui. Ça, je ne connais pas du tout. Les aspects plus implants. Parce que là, c'est vrai que vous partez sur 20 minutes, en gros, d'enregistrement dans le cas d'une IRM. Oui. Et ensuite, derrière, c'est des mathématiques, c'est des statistiques, c'est de la donnée, c'est des bases de données, c'est de la gestion de données entre peut-être plusieurs patients. Là, ça serait peut-être une analyse sur une personne, sur un temps donné, et on continue quelque part. Oui, là, alors, si je peux évoquer quand même ce qu'on a fait à Grenoble, c'est qu'on a travaillé sur le petit animal. Et donc, en particulier, on a mis un rat mort dans le scanner pour voir ce qu'on avait du point de vue statistique. Et en fait, on a encore du signal, mais plus de corrélation. Donc là, on était rassurés, on s'est dit, chouette, notre méthode, elle marche quand même. Et donc, on fait des contrôles comme ça sur le petit animal, ouais. Très bien. Je pense qu'on peut remercier à nouveau Sophie Achard pour Merci ce très bel exposé. Et puis voilà, si vous avez des questions, je pense que Sophie se fera un plaisir de répondre un peu plus tard. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence. Le replay sera disponible la semaine prochaine.
Par ailleurs, le prochain rendez-vous des Midi by Giant aura lieu en principe le 24 mai. Je dis en principe parce qu'on aura peut-être une surprise entre-temps. Mais comme c'est une surprise, je ne peux rien dire. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir Pierre Marcoux, qui est physico-chimiste au département microtechnologie pour la biologie et la santé du CEA. Et sa conférence portera sur les maladies infectieuses et plus précisément, comment faire rimer innovation frugale avec médecine tropicale. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine et merci encore. Merci.